Et l'on peut ainsi retrouver à Troie les fonctions matriarcales standards, malgré des siècles de maquillage patriarcal. On peut alors reprendre les personnages troyens de l'épopée et dévoiler leur nature cachée. Ainsi, nous trouvons une triade divine avec leur correspondance terrestre. La première fonction matriarcale, soit l'amour-séduction et la guerre, est incarnée par Andromaque. D'ailleurs, son nom signifie « celle qui combat les guerriers » et donc les envahisseurs. Et symboliquement, elle personnifie la déesse Aphrodite, protectrice de la cité de Troie. Rappelons que localement, cette déesse s'appelait Camparis et que son prêtre serviteur, Alexandre, était surnommé Paris et qu'il utilisait l'arc matriarcal. Et comme Aphrodite prend pour amant le dieu de la guerre Arès, Andromaque utilise les services du chef des mercenaires, Hector, surnommé le dompteur de chevaux. Et l'élite guerrière se protégeait alors avec des armures formées de plaques de bronze. Lors des combats, rappelons qu'à l'époque de l'Iliade, les guerriers se battaient avec des lances, des haches et des poignards en bronze, en se protégeant avec de longs boucliers en peau et des casques en défense de sangliers. Les grands guerriers ou héros sont amenés sur le champ de bataille avec un char et se battent à pied en combat singulier contre un autre héros. C'est typiquement le combat entre Achille et Hector. Cela signifie donc que les représentés montant des chevaux et combattant à l'épée est un anachronisme ridicule. Venons-en maintenant à la deuxième fonction matriarcale, soit la pratique de la divination. Et à Troie, Cassandre tient typiquement le rôle de la prêtresse thaumaturge. On l'a trouvée à sa naissance avec des serpents qui lui léchaient les oreilles, et elle prophétisait après des crises d'épilepsie. Elle représente ainsi Apollon, l'autre dieu matriarcal protecteur de Troie, qui lui a donné le don de prophétie, et que Achille, représentant du patriarcat, cherche à combattre. Enfin, nous trouvons la troisième forme du pouvoir matriarcal, celle du sacrifice humain. Et c'est la vieille reine Hécube qui, de par son âge, symbolise cette activité de rituel meurtrier en incarnant la déesse Hécate, dont son nom dérive. Elle appartient à la triade lunaire avec Artémis et Sélénée, correspondant aux phases de la Lune, et elle est la troisième divinité protectrice de la cité de Troie. On note qu'elle a fait exposer son fils Paris, soit un substitut de sacrifice, puis, dans sa fuite de Troie, elle fait crever les yeux du roi Polymesteur et elle tua ses deux fils. Enfin, elle est métamorphosée en chienne, soit un animal psychopompe, comme le sont Cerbère et Anubis. Et dans ces conditions, le soi-disant roi Priam, dont le nom signifie « celui qui a été racheté », n'est alors qu'un simple prince consort sans réel pouvoir, ou alors un personnage rajouté par la suite. Et maintenant, au-delà des aventures légendaires, intéressons-nous à la structure littéraire des deux épopées. Il est dit que Homère, leur auteur, était aveugle. De plus, les deux héros de l'Iliade et l'Odyssée, soit respectivement Achille et Ulysse, ne correspondent pas au profil purement patriarcal. Mais cela s'explique par le fait qu'Homère
est issu du monde matriarcal et qu'il a reçu une éducation aristocratique, soit l'apprentissage de la poésie lyrique. Mais, comme Oedipe et comme tout prince consort, il a subi la mutilation physique de l'aveuglement. Et dans le monde grec en mutation, il chante les aventures de deux renégats matriarcaux qui ont tourné leur veste en passant au service des envahisseurs patriarcaux. Et le premier de ces deux apostats matriarcaux est le Péléide Achille. Incontestablement, c'est un métis. Fils de Thétis, une Néréide, et de Pélée, un chef de guerre achéen, il présente les aspects des deux civilisations. Côté matriarcal, il pleure Patrocle, son jumeau substitut sacrifié, comme Gilgamesh avec Enkidu. Tandis qu'au niveau patriarcal, il combat avec la lance. Mais surtout, on constate que Achille a été éduqué des deux côtés pour devenir un grand guerrier. En effet, on retrouve l'entraînement matriarcal typique en suivant un test de résistance avec la pendaison par les pieds que lui fait subir sa mère. C'est d'ailleurs le même exercice de pendaison qu'avait subi Oedipe et qui lui a valu le surnom de pied enflé, de même racine que œdème. Et c'est par ce défaut qu'Apollon, devenu son ennemi, va guider la flèche de Paris qui va le tuer. L'autre formation de guerrier est caractéristique du patriarcat. En plus des exercices musculaires, il s'agit de modifier la forme du crâne en posant des bandelettes de serrage dès l'enfance, ce qui conduisait à une plus grande agressivité. Ainsi, le guerrier adulte devenait alors impatient et colérique, en plus d'être imperméable à la discipline et à la morale chevaleresque, ce qui correspondait tout à fait au caractère d'Achille. Qui plus est, cette métamorphose en monstre belliqueux l'amenait à des périodes de fureur dites sacrées, proches de l'épilepsie, où il bavait énormément. Et les Achéens, pour se moquer de ce héros à la bouche couverte de mousse baveuse, l'avaient surnommé sans lèvres, ou Achille. Et passons maintenant au second renégat, l'ingénieux Ulysse. Il est quant à lui complètement d'origine matriarcale, car il utilise la ruse, il se sert de l'arc pour tuer les prétendants, et il fréquente les hérodules maritimes, encore maîtresses sur leurs îles, comme Circé, Calypso, Nausicaa ou encore les sirènes. Notons que durant son absence, son épouse Pénélope a pu rester 20 ans à la tête du royaume d'Ithaque sans coup d'État, ce qui montre que les envahisseurs achéens n'avaient pas encore pénétré sur les archipels restés matriarcaux. Concernant Ulysse, lui aussi va subir les châtiments de Poséidon comme traître à la cause matriarcale, en endurant de nombreuses épreuves sur son chemin de retour. La cause en serait qu'Ulysse avait aveuglé le cyclope Polyphème, un fils de Poséidon. Mais en réalité, l'épopée d'Ulysse magnétise sur son personnage de nombreuses anecdotes de marins. Ainsi, dans le cas des Cyclopes, on a découvert qu'il avait existé en Sicile une espèce disparue d'éléphant nain.
Et les premiers habitants avaient récupéré les têtes de squelettes pour utiliser l'ivoire des défenses. Ensuite, l'accumulation des têtes avec un gros trou nasal fut à l'origine de la légende des Cyclopes. Quoi qu'il en soit, c'est avec sa ruse qu'Ulysse va aider les Achéens à prendre la cité de Troie. Ainsi, après la période d'échec et d'abattement des Grecs, il va leur redonner courage en revenant au serment originel et patriarcal de Tyndare, en reprenant le rituel du sacrifice du cheval. Rappelons qu'une jument était alors sacrifiée et vidée de ses viscères. Puis, chaque guerrier devait rentrer dans son abdomen et en mimant l'accouchement, le groupe de combattants se retrouvait ainsi symboliquement comme frères. Il s'ensuit que la construction d'un cheval de grande taille devint une parabole riche de sens patriarcal, car la sortie de cette statue fut l'allégorie de la naissance de la nation grecque. En conséquence, Hélène retourna à Sparte avec Ménélas, où elle devint une épouse fidèle, enfermée au gynécée, comme la déesse Héra. Et depuis lors, les Grecs se sont appelés les Hellènes.